Trump pourrait dire « Nous n'allons pas aller au désastre, on se recule simplement ». C'est la bonne réponse. S'il dit à la place « Nous ne pouvons plus attendre, nous allons attaquer », je crois que nous verrons un monde différent dans 4 semaines. Jeffrey Sachs, économiste américain, qui nous explique ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et Israël et l'Iran. Il nous explique ce qui pourrait éventuellement se passer dans les semaines à venir, étant donné que ça peut créer quelque chose d'assez compliqué si on veut parler de guerre régionale, ou encore pire si on parle de troisième guerre mondiale. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que j'ai créé un canal Telegram où je pourrais bien sûr partager avec vous des sujets un petit peu plus sensibles qu'on ne peut pas poster sur les réseaux sociaux. Voilà, et en même temps, vous dire à chaque fois que je fais une vidéo, que je puisse vous poster le lien dans ce canal, que vous puissiez aussi aller visualiser. Je vous laisse maintenant avec Jeffrey Sachs et nous allons bien évidemment au fur et à mesure faire des analyses et expliquer un petit peu plus ce qu'il raconte. Les images. Un monde profondément endommagé, l'économie mondiale en crise, la possibilité d'escalade vers une guerre mondiale totale. Et je ne pense pas être exagéré ou naïf en disant que nous sommes à ce carrefour en ce moment. Le problème, encore une fois, c'est que la bonne chose à faire n'est pas une victoire politique pour Trump. Et c'est une défaite totale pour Netanyahou. Personnellement, je ne me soucie pas de ces deux aspects. Je ne pense pas que le destin individuel de 2 politiciens doive déterminer le sort du monde, car je ne pense pas que les objectifs de Trump et Netanyahou aient eu un quelconque sens. Ce ne sont pas des objectifs que je soutenais ou que je soutenais aujourd'hui, ni que je croyais le 28 février possible, ni que je crois qu'aujourd'hui sont accessibles. Donc le fait que la sortie ne soit pas une histoire à succès ne me dérange pas du tout. C'est la bonne façon de sauver le monde. Et c'est la responsabilité des adultes d'essayer de sauver le monde, pas de sauver la face, de ne pas redoubler d'efforts sur les paris ratés, de ne pas se livrer à des escapades imprudentes. Et c'est pourquoi la sortie est la bonne chose à faire. Cela nécessite un comportement d'adulte. Je n'associe malheureusement pas facilement ce terme à ces 2 leaders, donc je ne suis pas extrêmement optimiste. Mais pour être juste, il devrait beaucoup avaler pour revenir en arrière, car cela signifierait que l'Iran est désormais plus puissant, en fait, qu'avant le début de la guerre, fin février. C'est exact. Il faudrait reconnaître qu'il contrôle le détroit et 20% de l'énergie mondiale et 30% de ses engrais. L'Iran contrôle cette chaîne d'approvisionnement. C'est essentiellement exact, sauf pour quelques points importants. L'une d'elles est que l'Iran a beaucoup souffert de cette attaque. Commençons par nous rappeler les 160 écolières tuées le premier jour par apparemment le système d'IA de Palantir. Eh bien, comme on le découvre chaque jour en regardant notre écran, c'est une IA. Il peut faire des erreurs. Eh bien, apparemment, l'erreur de Palantir a été de tuer 160 écolières innocentes. Ce n'est pas définitivement connu, mais c'est ce qui est largement rapporté. Nous découvrirons donc peut-être un jour ce qui s'est réellement passé. Je vais me permettre de m'arrêter ici quelques secondes et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez de la Marocaine Ibtihal qui travaillait avec Microsoft et qui a dénoncé l'IA concernant les guerres et qui a même accusé un Syrien qui travaille avec Microsoft d'être complice de tout ce qui se passe à Gaza? Je vous mets l'image pour vous rappeler un petit peu parce que on oublie toujours les choses qui sont très importantes. Regardez. Donc la question que je voulais aborder aujourd'hui est vraiment simple. Qu'est-ce que tout cela signifie? Mustapha, honte à toi. Vous dites que vous vous souciez d'utiliser l'IA pour le bien. Mais Microsoft vend des armes d'IA à l'armée israélienne. 50 000 personnes sont mortes et Microsoft alimente ce génocide dans notre région. Merci pour votre protestation, je vous comprends. Ta famille syrienne est au courant, Mustapha. Toi, j'entends ta protestation. Merci. Je suis sûr que beaucoup parmi vous a oublié cette scène. Et c'est effectivement ce qu'elle dénonçait.
Et là, on vous parle de l'IA qui a attaqué une école, l'école de Minab à Téhéran, qui a tué plus de 160 petites fillettes. Voilà ce qu'elle dénonçait. Mais malheureusement, la majorité des gens sont heureux que l'IA existe. Voici de quoi parle le texte. On continue. L'Iran a perdu des milliers de personnes. L'Iran a été dévasté. Des dizaines de milliards de dollars de dommages qui prendront des années et des années à récupérer. Pour moi, en tant qu'économiste du développement dont toute la carrière, sur plus d'un demi-siècle, consiste à essayer de construire des choses, je n'aime pas voir les choses démolies de cette façon. L'insensate, la cruauté de tout cela, la destruction effrontée, la glorification de cette violence par Hegseth et d'autres, je trouve totalement répugnant. Tout d'abord, l'Iran a beaucoup souffert. Il n'y a pas de splendeur dans la sortie. Il y a juste des deuils continus, des personnes encore enterrées, des morts, des privations, des souffrances. Donc aucune joie, et donc non, à mon avis, pas une humiliation. Ensuite, c'est étrange à dire, et je suis sûr que beaucoup de gens vont s'opposer à ce que je vais dire, ou ne pas comprendre, ou penser que je ne sais pas de quoi je parle, mais je comprends. Le peuple iranien est vraiment très civilisé. Ils veulent négocier depuis des années. Toute cette représentation du mal de l'Iran à laquelle on nous a fait appel depuis 1979 confonde aussi fondamentalement sur la réalité. Et donc, quand vous dites que l'Iran contrôlerait les détroits, en réalité, il ne la contrôlerait pas de manière malveillante, comme les Américains seraient dirigés, s'attendre, en entendant que c'est l'empire, le plus maléfique des empires. C'est ce qu'on nous dit depuis des décennies, que c'est l'axe du mal, que c'est le cœur du mal. Netanyahou a dit qu'il voulait nous anéantir. Ce n'est absolument pas correct. C'est notre récit officiel de propagande sans arrêt. Si tu vas en Iran, ce que j'ai eu beaucoup de chance de faire, si vous parlez aux Iraniens, ce que je fais fréquemment et que je fais depuis très longtemps, le récit officiel selon lequel l'Iran est si maléfique qu'on ne peut pas le laisser contrôler. Le détroit d'Ormuz se trompe dès le départ. Et peut-être que je dirais juste un mot historique rapide à ce sujet. D'où viennent cette haine et ce venin? En ce qui concerne les États-Unis, c'est très simple. En 1953, l'Iran était une démocratie parlementaire. L'Iran n'avait pas envahi ni attaqué un autre pays depuis 1 siècle et demi. C'était un pays paisible. Il avait été envahi plusieurs fois, mais c'était une démocratie qui ne menaçait personne, qui ne voulait menacer personne, n'avait menacé personne, n'avait pas envahi n'importe où en fait, depuis les années 1790, dans une bagarre sur qui contrôlait Bassora. En d'autres termes, des choses très ésotériques des années 17. Mais depuis, l'Iran a été dérangé, mais n'a dérangé personne d'autre. Et en 1953, le premier ministre iranien, élu, respecté, Premier ministre Mossadegh, j'ai eu l'audace de dire la chose qu'on ne dira jamais, par cette région qui est, je pense que le pétrole sous notre territoire est iranien, pas britannique. Et quand il a prononcé cette pensée que peut-être que le pétrole iranien appartenait à l'Iran, immédiatement à l'Empire britannique, sous la forme du MI6, est arrivé dans le nouvel empire américain ascendant sous l'apparence de la CIA et a dit « Il faut renverser ce type », ce qu'ils firent bien sûr avec succès. Donc vous voyez que ça a commencé en 1953. Et les révolutions qu'ils ont fait, le peuple qui est descendu dans les rues en 1953, c'est la même chose que les États-Unis ont encore essayé de reproduire en 2026. Accusant les Iraniens d'avoir fait 32 000 morts et après 40 000, peut-être 60, 80 000, pour légitimer en fait les 70 000 personnes de 2023 à 2026 qui ont perdu la vie à Gaza.
Vous imaginez la situation? Et ils essaient encore de reproduire la même chose avec des manipulations via les réseaux sociaux pour encore faire descendre les gens, emmener des mercenaires pour attaquer ces gens qui sont dans les rues, qui bien évidemment sont là pour soutenir le gouvernement. Ils ont inversé la situation, envoyé des mercenaires, des gens armés, et j'en passe, créés par bien sûr le Mossad et les États-Unis, pour encore déstabiliser le gouvernement qui refuse de se plier aux ordres des Américains. Voilà comment ça se passe tout le temps. C'est toujours eux. Mais avec les manipulations médiatiques, ce n'est jamais eux. Et l'opinion publique est tellement manipulée parce que tout ce qu'ils regardent, ce sont les chaînes occidentales où les lobbies payent des millions et des millions d'euros et de dollars pour relayer les informations qui les arrangent, pour manipuler les gens, afin de se garder toujours sur les bonnes personnes. Ceux qui veulent toujours libérer des peuples qui, eux, déjà sont libres, qui ne vous ont absolument rien demandé. Voilà comment ça se passe. Et ça me fait mal de voir qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas la réalité du terrain. C'est dommage. On continue. Ils ont fait ce que nous appellerions aujourd'hui une révolution de couleur. Ils ont provoqué des manifestations dans les rues. Ils ont semé l'agitation et Mossadegh était chassé du pouvoir et les États-Unis ont installé ce que l'Empire perse aurait appelé une satrapie, c'est-à-dire que l'Iran devint une sorte de province de l'Empire américain sous la domination finalement de la CIA. Et nous avons mis le Shah d'Iran comme le visage de cet empire et de l'organisation policière, SAVAK, comme les exécuteurs de cet empire. Cela a duré 26 ans. En 1979, alors que le Shah d'Iran mourait d'un cancer, le peuple a mené une révolution, un soulèvement, et a chassé la SAVAK et la CIA et le Shah. C'est à ce moment-là que l'Iran a eu sa révolution islamique et a mis en place le gouvernement, c'est-à-dire gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Les États-Unis détestaient cela. Quand tu es un empire comme nous, quand tu as des protectorats, quand tu as les endroits où tu as ton armée. Et dans le cas de l'Iran, quand vos grandes compagnies pétrolières ont des investissements là-bas que certaines, là qui sont soudainement perdus parce que ce qui a été volé à l'Iran est désormais repris par l'Iran. Ça a mené à une question de réputation. Nous devons ramener l'Iran sous notre contrôle parce que nous sommes un empire. Si nous sommes trop faibles vis-à-vis d'une partie de notre empire, cela nuit à notre réputation partout. Nous devons punir ces personnes pour ce qu'elles ont fait. Et il y a eu la prise d'otage par les jeunes radicales, des groupes qui ont dit « Nous faisons cela parce que nous voulons que le Shah soit ramené ici pour visage un procès en Iran pour les crimes de l'État policier au cours des 23 dernières années. Et les États-Unis avaient accueilli le Shah dans une décision très imprudente par le président Carter en 1979 pour un traitement médical. Savoir cela ou soupçonner que cela allait mener à ce genre d'éruption. Ils ont exigé réparation. Ils ont exigé des excuses. Ils ont exigé la fin de la subversion américaine de l'Iran. Tout cela est en fait assez raisonnable, mais bien sûr, cela est devenu la cause célèbre des États-Unis en 1979 et une autre humiliation pour l'Amérique qu'un empire ne tolère jamais. Un empire doit rembourser toute perte de face avec une sorte de punition extrême, non seulement pour maîtriser ce lieu particulièrement récalcitrant, mais pour signaler à tout le reste de l'Empire, n'ose surtout pas essayer ça. Ainsi, à partir de 1980, les États-Unis ont été en guerre contre l'Iran de diverses manières. À partir de 1980, nous avons payé, armé, fourni à Saddam Hussein l'invasion de l'Iran. Une affaire assez sordide. Saddam Hussein a utilisé du gaz toxique avec au minimum des connaissances américaines
et selon certains témoignages, un soutien actif américain. Mais nous avons mené une guerre en Iran par procuration à travers l'Irak dès le tout début. Ce gouvernement de 1979. Donald Trump déjà en 1980 a déclaré « Nous devons renverser ce gouvernement ». Donc quand Trump donne ses explications sur la guerre actuelle, il dit « Oh, nucléaire » ou ceci ou cela. Ce sont ces explications pratiques actuelles pour quelque chose qui lui trotte dans la tête depuis 46 ans aussi, car l'Empire américain a souffert d'une offense. Un pays s'est échappé du contrôle de la CIA américaine, ce que vous ne laissez pas arriver. Et depuis 1980, c'est une guerre sans fin. C'est une guerre économique. Que notre secrétaire au Trésor, que je considère de plus en plus comme un voyou, en gros, pas comme un secrétaire au Trésor, mais quelqu'un qui se réjouit et se vante d'écraser d'autres économies par des moyens financiers ou sanctions commerciales, ou blocage financier et plaisir à ce sujet, expliqué à Davos, cette année dans une interview de Fox News, avec Maria Bartiromo, que notre art de gouverner a détruit l'économie iranienne l'année dernière. Eh bien, nous avons fait ce genre de politique. Quel terme orwellien horrible pour détruire l'économie d'un autre pays. Nous le faisons depuis des décennies, et nous avons participé à des assassinats de dirigeants iraniens. Nous avons été engagés dans faire exploser leurs installations nucléaires, même lorsque ils ont plaidé « Faisons un accord qui nous place sous une stricte surveillance de l'énergie atomique internationale agence ». Nous utilisons ce qu'on appelle la guerre hybride, tous les moyens possibles de subversion, de guerre économique, d'action militaire directe, d'opérations secrètes. Donald Trump a confirmé que lors des manifestations de l'année dernière, les États-Unis ont envoyé des armes aux manifestants. Ce n'est pas une protestation, c'est une insurrection qu'on voulait créer, qui n'a pas marché. Mais ce que je veux dire, c'est que nous présentons l'Iran comme maléfique parce qu'il a fait quelque chose d'inacceptable pour les États-Unis qui n'implique pas d'armes nucléaires ni de questions spécifiques, ni du Hezbollah, ni du Hamas. Cela remonte à 1979. Ils s'échappèrent de l'Empire américain. Ils ont échappé au contrôle de la CIA. Ce n'est pas permis. C'est tout simplement ce que tu n'es pas censé faire. Et cette guerre dure avec divers prétextes, diverses explications depuis. Laisse-moi te demander, oh, et juste si je pouvais dire, oui, bien sûr, une chose de plus. Tucker. L'argument principal de Trump a été ces derniers mois, je les empêcherai d'avoir une arme nucléaire. Bien sûr, quiconque connaît l'histoire de cela sait que c'est Orwell au nth pouvoir. Par là, j'entends une propagande si bizarre que vous ne savez même pas par où commencer. La raison en est que les Iraniens n'ont pas poursuivi une arme nucléaire. Nos propres agences de renseignement l'ont répété à plusieurs reprises. Ce qu'ils ont poursuivi, cependant, est un traité avec le Conseil de sécurité de l'ONU pour confirmer que de les soumettre à une surveillance stricte en vertu du traité de non-prolifération nucléaire, mais en échange de la fin de la guerre économique américaine contre l'Iran. Ce que l'Iran veut depuis 15 ans, c'est « Vous nous surveillez, vous nous contrôlez très bien, mais levez vos sanctions. Respirons, faisons une économie normale, échangeons. » Et le président Obama. Et au fait, une autre chose, récupérons notre propre argent. Car les États-Unis ont confisqué des dizaines de milliards de dollars d'argent iranien. L'argent de l'Iran, pas le nôtre. Parce que nous faisons cela en tant qu'empire. Nous gélons l'argent des autres pays. Parfois, on le prend ouvertement et on l'utilise pour autre chose. C'est plutôt agaçant, de mon point de vue, et plutôt contre-productif à long terme pour que les États-Unis aient cette réputation que ça vole juste les ressources financières des autres
mais nous l'avons fait avec l'Iran. Donc, ce que l'Iran a voulu, c'est la diplomatie. Et je reviens encore, ce sont des gens bien, ce sont des diplomates. Et je leur dis parfois, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire ici, à quel point c'est dégoûtant, à quel point c'est difficile. Non. Nous voulons un accord, professeur Sachs. Savez-vous à qui nous pourrions parler pour, des négociations et tout ça? Très civilisé, très gentil. En 2015, un tel accord fut conclu. Le plan d'action global conjoint, le JCPOA, elle a été atteinte non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne ont appelé 5+1. Puis elle a été soumise au Conseil de sécurité de l'ONU, où elle a été soutenue à l'unanimité. Puis vint le lobby sioniste aux États-Unis. Oh non, vous ne pouvez pas avoir d'accord avec l'Iran, ce sont eux l'empire du mal. Tu ne peux pas, faire ça. Et donc, quand Trump a été élu lors du premier mandat, il a déchiré le JCPOA. C'est l'approche selon laquelle vous ne voulez pas qu'ils aient une arme nucléaire alors que vous en aviez le contrôle. Non, c'est l'inverse. Nous devons changer le régime parce qu'ils ont humilié les États-Unis en fuyant notre empire. Nous avons essayé de les vaincre de bien des façons, mais ils ont tenu tête. Nous devons les vaincre. Il existe une version israélienne qui n'est pas exactement la même, et la version israélienne est « Nous devons avoir un contrôle absolu sur le Moyen-Orient afin de pouvoir poursuivre notre agenda plus large d'Israël ». Ce n'est pas exactement la cause américaine, mais il y a des gens aux États-Unis, des soutiens de cette cause distincte. Ce n'est pas Israël qui dit qu'on s'échappe de l'empire américain. C'est Israël qui dit qu'il contrôle presque tout le Moyen-Orient militairement, mais que l'Iran, nous ne le contrôlons pas encore. Voilà donc le dernier Grand Prix. Et c'est l'autre aspect de cet agenda actuel et pourquoi Israël est encore plus opposé à la sortie que les États-Unis. Trump est contre la sortie parce qu'il ne peut pas déclarer la victoire sous le coup de perdre la face. Parce qu'il ferait face à des groupes de pression. Parce nous avons Israël ou le lobby sioniste. Je l'appellerai aux États-Unis. Pour Israël, la question est assez distincte, mais la principale question est qu'il souhaite une domination militaire totale de l'Asie de l'Ouest et du Moyen-Orient, et même jusqu'à la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord. En fait, ils n'ont pas fini de vouloir contrôler le Moyen-Orient, ils veulent maintenant contrôler l'Afrique du Nord. Les Africains, le message est passé? J'espère. Ne venez pas me dire que vous n'étiez pas au courant. Bref, déjà pour le Moyen-Orient, il y a un accord qui s'appelle l'accord QME, Qualitative Military Edge, qui empêche tout le Moyen-Orient d'avoir des armes de défense, des missiles, des antimissiles, des antichars, des avions, interdits. Et pourquoi? Pour sécuriser Israël. Donc Israël se permet de tout faire au Moyen-Orient et personne ne peut réagir. Nous n'avons que l'Iran qui nous reste au Moyen-Orient. Et l'Iran va gagner. Inch'Allah. L'Iran va les mettre à terre. Leur projet de grand Israël ne va pas avoir lieu. Et eux, leur but aujourd'hui d'Israël, c'est ça. Et ça ne se fera pas. Votre grand Israël ne se fera pas. Vous êtes arrivé à la fin de tout ce que vous faites. C'est terminé. Vous avez tout fait pour interdire les militaires libanais à avoir de quoi se défendre. Nous avons eu la résistance, le Hezbollah. Vous avez tout fait pour que l'Iran arrête de fournir de l'aide pour ces différents pays, l'axe de la résistance, pour qu'ils puissent défendre leur territoire. Vous n'avez pas encore réussi à le faire et vous ne réussirez pas. Parce que l'Iran ne va pas arrêter. L'Iran va se défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Et ça, mettez-la vous en tête. Ça ne risque pas d'arriver. Le grand Israël commençait déjà à plier bagages ou
à accepter les nouvelles conditions de 2026. Nous ne sommes plus en 1945, nous ne sommes plus en 1953, nous ne sommes plus en 1979, nous ne sommes plus en 1968, nous ne sommes plus en 2006, nous ne sommes plus en 2024, nous sommes en 2026. Les choses ont changé. Et vous devez commencer à vous y habituer. Conseil de mots. Prenez-le en considération. On continue la vidéo. Et il y a presque ça. Non pas qu'il puisse facilement contrôler tout le territoire, non, loin de là, mais il peut agir en toute impunité. Il est capable d'envahir le Liban. Il est capable d'occuper la Syrie. Il est capable de renverser les gouvernements d'autres pays. Et c'est ce qu'il veut. Mais elle fait face à un obstacle. Et l'obstacle, c'est l'Iran. Israël, il y a 30 ans cette année, lorsque Netanyahou est devenu Premier ministre, a adopté une stratégie expliquée dans un document public appelé la stratégie Clean Break. Et la stratégie Clean Break disait que nous n'accepterons jamais, en tant que nouveau gouvernement, de ne jamais accepter un État de Palestine. Nous occuperons tout ce qui était la Palestine britannique, la Palestine mandataire britannique. En d'autres termes, nous contrôlerons Gaza, nous contrôlerons la Cisjordanie, nous contrôlerons toute Jérusalem, et nous pourrions aussi contrôler d'autres endroits. On ne fera jamais ça, mais nous rencontrerons de la résistance lorsque nous ferons cette revendication et conserverons ce territoire. Nous allons certainement rencontrer de la résistance. Nous allons certainement faire face à la résistance des groupes militants. Mais ce que Netanyahou et ses collègues aux États-Unis ont dit, c'est que plutôt que de combattre directement ces groupes militants, nous devons renverser les gouvernements du Moyen-Orient et d'Asie de l'Ouest qui soutiennent ces groupes. Et c'est ce qu'on appelle la stratégie Clean Break. La rupture propre était la rupture nette avec les accords de paix, avec l'idée de la terre contre la paix, selon laquelle Israël reviendrait à ses frontières. Il y aurait un État palestinien en échange de la paix. C'est ce que dit le droit international. Mais ce qu'Israël dit, c'est que nous ne reviendrons jamais. Il n'y aura jamais d'État de Palestine. En fait, nous allons avoir ce que nous appelons un grand Israël qui comprend toute la Palestine, y compris Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Israël légal, mais aussi des parties étendues de la région. Et lorsque vous avez interviewé l'ambassadeur Huckabee, les États-Unis, ambassadeur en Israël, il a clairement dit que les grands zélotes, dont Huckabee et de nombreux dirigeants israéliens, considèrent le Grand Israël comme le contrôle d'une grande partie de l'Égypte jusqu'en Irak, de ce qui est considéré comme un don biblique de Dieu aux anciens Israélites du fleuve d'Égypte au grand fleuve de Mésopotamie, c'est-à-dire l'Euphrate. Israël veut donc la domination militaire. L'idée de Clean Break était que quand on vise ça, on trouve de la résistance. Nous ne combattons pas et n'éteignons pas les groupes militants parce que nous ne le pouvons pas. Nous devons combattre les gouvernements qui les soutiennent. Et c'est de là que vient l'idée d'une guerre perpétuelle au Moyen-Orient, ou pas une guerre perpétuelle, mais en réalité, cette guerre ont été désignées pour renverser les gouvernements soutenant la militance palestinienne. Et ces gouvernements étaient la Libye, le Soudan, la Somalie, le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Et nous avons maintenant été entraînés dans les 7 guerres d'Israël. 6 de ces guerres ont conduit à des bains de sang et des catastrophes. De la Libye, toujours en guerre civile. Du Soudan, incroyablement dans 2 guerres civiles, parce que nous avons brisé le pays et que chacune de ces 2 parties a désormais sa propre guerre civile.
En Somalie, il n'y a même pas de gouvernement. Il y a un gouvernement, en fait un très gentil premier ministre que je connais, mais qui gouverne à peine dans le pays. Le Liban, on voit que c'est un pays envahi, pratiquement détruit, Syrie, les États-Unis. Et Israël a travaillé pendant 15 ans d'Obama jusqu'à l'année dernière pour renverser le gouvernement. C'était une opération active et secrète de changement de régime. L'Irak, la guerre de 2003 et le fiasco qui a duré des années après. Et l'Iran a été le dernier. Donc 6 des S7 endroits sont en chaos. Et du point de vue d'Israël, super, nous aimons le chaos. Cela signifie que nous sommes l'hégémon militaire de toute cette région, s'étendant de la Libye à l'Irak. Le chaos est génial. Ils n'arrivent pas à se ressaisir. Ils sont tous en guerre civile. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Le 7e est l'Iran, et c'est là où nous nous trouvons en ce moment. Et, fait intéressant, lorsque la guerre a commencé, Netanyahou a tweeté « C'est mon rêve devenu réalité pendant 40 ans. Et je devais avouer, j'ai fait une erreur. J'ai toujours dit 30 ans parce que je l'ai daté à une rupture nette, 1996. Mais je ne connaissais pas Netanyahou avant qu'il ne soit Premier ministre. Je ne savais pas qu'il lui restait 10 ans à rêver de cette guerre. Ainsi, la sortie viole non seulement les conditions américaines de défense de sa force impériale, mais aussi le rêve israélien d'un contrôle total de la région, et c'est pourquoi la sortie est si difficile. Je dois dire une chose de plus, juste parce que c'est un peu compliqué. Le tableau. Ce n'est pas un hasard. Et je ne veux pas que quelqu'un pense que je suis naïf dans cette histoire. Quand on parle de pourquoi les États-Unis veulent l'Iran dans l'Empire américain, pourquoi il a renversé Mossadegh en 1953, souvenez-vous du pétrole, donc je ne veux pas oublier de le mentionner. Ce n'est pas seulement une question de 1953 qui a amené. Elle visait à s'assurer que l'Iran ne reprenne pas son pétrole aux intérêts britanniques puis américains. Trump est absolument, sans aucun doute, à 100% redevable au lobby pétrolier qu'au lobby sioniste. Et il disait si vivement, vocalement en 2024. Il a dit « Réunis $1 milliard pour moi. Marché conclu, tu en tireras tous les bénéfices. » Ce qu'il a fait au Venezuela, il pensait qu'il allait le faire aussi en Iran. Il faut donc comprendre cela comme un élément de plus de la situation. Oui, il voulait combattre avec l'Iran. Il faut donc comprendre cela comme un élément de plus de la situation. Oui, il voulait combattre avec l'Iran pendant 46 ans, au moins depuis 1980, probablement 47 depuis 1979. Mais ce qu'il pense avoir appris en kidnappant le président vénézuélien puis en subordonnant le gouvernement vénézuélien, c'est que je peux faire une décapitation et ensuite posséder le pétrole de ce pays. Une partie de la motivation était donc la vengeance, ramener l'Iran dans l'Empire, mais une partie de l'avantage de ramener l'Iran dans l'Empire américain est d'obtenir le pétrole. Et il pensait qu'en un jour, il aurait le pétrole, parce que, tout comme pour retirer Maduro, il pense qu'il a donné à l'Amérique le pétrole du Venezuela. Il pensait qu'en tuant la direction gouvernementale iranienne, en commençant par ce leader suprême religieux, puis les hauts responsables du gouvernement qui rencontraient ce jour-là avec le guide suprême, il prendrait le pétrole. Voilà donc le tableau. C'est pourquoi il est difficile de prendre la sortie, car il y avait des raisons à cette guerre. À mon avis, cruelle, illégal, délirant. Je ne me fie donc à aucune de ces raisons, mais il y avait des raisons à cette guerre.
Et prendre la sortie signifie qu'aucune de ces options ne serait remplie. De mon point de vue, très bien, aucune n'était valable. Mais du point de vue des deux architectes de cette guerre, Trump et Netanyahou, c'est assez difficile à faire. Mais comme je l'ai dit, l'alternative, qui est une guerre escaladée, pourrait en quelques semaines détruire l'économie mondiale. Très bien. Est-ce que vous avez compris un petit peu toute cette manipulation qui se promène depuis 1953 concernant le pétrole? Donc, en 1953, ils font un renversement de régime. Donc, ils mettent le Shah pour avoir encore des accords, pour avoir le pétrole et profiter des ressources iraniennes. Ils le mettent là-bas, le Shah. Ensuite, en 1979, la même affaire se reproduit, mais c'est lorsque les Iraniens décident de récupérer leur pétrole et leurs terres. Ça n'a pas arrangé les Américains. Ce sont devenus des terreaux. On a parlé ici de Trump en 1980, qui avait dit qu'il fallait qu'on termine avec l'Iran. Ensuite, Netanyahu, ce shaitan, qui avait dit au début de la guerre de 2026, c'est-à-dire en mars 2026, qui avait dit qu'il attend ce moment-là depuis 40 ans. On a aussi parlé de Ebtihal, ou Ebtihal si je ne me trompe pas, la Marocaine qui travaillait avec Microsoft et qui avait dit que c'était une honte de laisser faire l'IA afin de tuer des innocents. Et on a parlé aussi dans cette vidéo de Clean Break, ce qui se passe en ce moment. On a parlé du Grand Israël, ce qu'il décide de faire, et bien évidemment qu'il n'arrivera pas. Je vous ai aussi parlé du QME, le Qualitative Military Edge. On vous a parlé aussi de tous les pays que les États-Unis avaient soi-disant voulu aider ou rendre démocrates. La Libye, la Somalie, le Soudan, l'Irak, le Liban, la Syrie aujourd'hui. Tous ces pays-là vivent aujourd'hui comment? Ils sont tous déstabilisés et ça ne va pas. Et en même temps, ils profitent de leur pétrole et de tout ce qui va avec. Ce que l'Iran aujourd'hui refuse. Si vous êtes vraiment sur le côté de la vérité, vous savez qui déjà supporter. Vous savez déjà avec qui être. Et ce n'est même pas un débat pour moi, c'est clair et net et tout le monde le sait et connaît mon point de vue là-dessus, c'est l'Iran. Et moi je félicite l'Iran. Parce que c'est grâce à l'Iran que nous serons respectés. Tahiyya l'Iran. Je vous salue, mes frères et sœurs iraniens. Donc, je pense que j'ai été un petit peu long, mais c'était quand même un débat très intéressant, un discours qui nous a appris beaucoup de choses. Et c'est important de lire l'histoire afin de connaître pourquoi est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui se produit. En fait, c'est la reproduction de ce qui s'était passé dans les années précédentes. Tout simplement. Ce n'est rien de nouveau. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir été présent jusqu'à maintenant. Grâce à vous, l'algorithme YouTube va partager ma vidéo un peu plus. Et n'oubliez surtout pas de me joindre sur mon canal Telegram. Vous savez, les réseaux sociaux, on ne sait jamais. Et je pourrais aussi partager avec vous des scènes, des vidéos que je ne peux pas vous partager sur les réseaux sociaux. Likez vos commentaires, s'il vous plaît, qui m'intéressent énormément. Ça me permet de discuter avec vous indirectement. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Salam.